Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session, donc introduction à Kairos, à l'intersection de Kubernetes, Edge Computing et immutabilité. Donc première question que je vais vous poser, qui est familier avec les cas d'usage de type Edge? Voilà, ok, donc je pense qu'on va un petit peu récapituler ce que c'est, définir avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc le programme pour les festivités. Tout d'abord, pourquoi Kairos? Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet open source? Les différents cas d'usage, l'idée qu'on a derrière Kairos, parce que c'est bien plus qu'une distribution Linux, comme nous allons le voir. Ensuite, donc c'est Dimitri qui va couvrir la première partie. Ensuite, moi, je m'attacherai à l'architecture, le détail des fonctionnalités, et ensuite une démo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la qualité du Wi-Fi. Je ne suis pas assez fou pour faire une démo live aujourd'hui, mais j'ai eu la bonne idée d'enregistrer une démo en vidéo, même si c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, ça enlève un petit peu du charme, mais bon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nicolas Vermandé, ça fait 6 ans à peu près que je travaille sur Kubernetes, dans des compagnies différentes, Cisco, des startups. Au départ, j'ai commencé sur tout ce qui était engineering CNI, ensuite sur du stockage distribué. Bon, c'est un peu moins sexy le stockage que le réseau. Mon opinion personnelle, j'espère que je vexe personne. Sinon, en termes de codage, j'adore coder, mais plus, je suis assez égoïste, on va dire. J'aime coder des outils pour moi, ou alors des applications simple en fait, je dirais dans le contexte de mon métier qui est Developer Relation pour la compagnie SpectroCloud. Mais aujourd'hui, on va parler de Kairos, qui est un projet open source, sponsorisé par SpectroCloud, pour sûr, mais le projet en lui-même a divers contributeurs depuis différentes compagnies, que ce soit SpectroCloud, Facebook, Intel, pour ne citer que. Maintenant, je vais laisser la parole à Dimitri qui va commencer avec l'introduction. Merci Nicolas. Bonjour tout le monde. Donc oui, moi je m'appelle Dimitri Cherin. Je suis plus ou moins 5 ans, à côté de 5 ans dans le monde de Kubernetes. C'est beaucoup plus long dans le monde d'infrastructure. Avant aussi, j'ai travaillé pour Red Hat, j'ai travaillé pour Rancher dans mon passé. Aujourd'hui, je fais plutôt Solution Architecture, donc je suis Solution Architect chez SpectroCloud. Voilà, donc je veux couvrir le parti de pourquoi on a fait Kairos. Donc, voilà. Comme Nicolas a dit, pourquoi on fait notre projet open source de Kairos, c'est parce qu'il fallait faire quelque chose avec Edge Computing. Vu que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas montré que vous connaissez bien c'est quoi Edge Computing, je vais expliquer dans quelques minutes rapidement c'est quoi Edge. Donc en gros, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître, disons, dans les quelques dernières années. C'était quelque chose qui est nouveau par rapport à installation sur data center et cloud computing. Donc si, disons, les années 2010, c'était plutôt virtualisation de monde data center et cloud computing, 2020, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est une installation de petits appareils partout dans les endroits éloignés, comme par exemple les éoliennes, les usines, les restaurants. Donc il y a beaucoup de cas d'usage où vous installez les petits appareils qui peuvent être comme Raspberry Pi ou comme Intel NUC. Donc normalement, les machines qui ne sont pas si puissantes que les serveurs rack que vous installez dans les data centers. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose qui est installé comme cloud, donc quelque chose qui est disponible de facilement reconstruire. Donc en gros, ce que vous voyez ici, c'est les exemples. Voilà. Donc ça, c'est les petits appareils qui peuvent installer dans les usines, mais qui ont besoin de procéder à l'information locale. Ça veut dire que ça, c'est les appareils qui sont là, qui sont pas trop puissants, mais qui ont quand même besoin de procéder à l'information et avoir un système d'exploitation supporté. D'accord. Donc, la grande différence entre le edge computing et les autres types de computing, ici, on parle de grand nombre de devices. Donc, il y a beaucoup d'appareils qui sont là. Donc, on parle de milliers de devices, plutôt 3000, 5000 devices, pas 105. L'autre chose qui est un peu compliquée pour nous dans le monde de l'infrastructure aujourd'hui, c'est Kubernetes sur Edge.
Donc la première question ici, c'est pourquoi faire Kubernetes sur Edge du tout? La réponse ici, que si vous pouvez vous débrouiller sans Kubernetes sur Edge, allez-y, pas de problème. Il n'y a pas de, donc on ne force personne. Mais ce qu'on remarque sur le marché, que assez souvent le logiciel est fourni dans un format qui est compatible seulement avec Kubernetes. Donc si vous voulez utiliser un logiciel, ou par exemple si les scans de sécurité vous préconisent d'utiliser tel ou tel logiciel, si ce logiciel est disponible juste en tant que Helm charts, vous n'avez pas trop de choix, donc vous êtes obligé d'installer Kubernetes. Il y a plusieurs choses, plusieurs questions intéressantes ici. Donc, comment faire Kubernetes sur Edge? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités de déployer. Je suis certain que vous avez déjà tous joué, ou la majorité parmi vous ont déjà joué avec Kubernetes. Donc, c'est très facile à démarrer dans le cluster. 2 nœuds, par exemple, Kubat, donc kubectl, c'est très rapide. Sauf que dans Edge, si vous avez besoin de contrôler beaucoup de devices, puis les installer installer le logiciel de type Realm, probablement. Puis, si vous avez besoin d'avoir une installation Edge en achat, donc si par exemple, si vous faites les configurations où le service continu est indispensable, où vous devez absolument assurer que le service ne soit pas interrompu, alors il vous faut une installation de type achat où vous allez avoir au moins 3 appareils, donc 3 Intel NUC, 3 Raspberry Pi, 3 Intel NVIDIA Jetson Nano, donc 3 appareils pour faire du achat. Et pour contrôler tout ça, il vous faut un outillage, il vous faut quelque chose, parce que si vous jouez avec un seul cluster chez vous, oui, c'est facile, vous avez un accès SSH, c'est très rapide. Si jamais l'appareil ne fonctionne pas, vous pourrez le redémarrer physiquement, mais ce n'est pas le cas sur Edge. Donc en gros, ce n'est pas si facile de faire toutes ces choses-là sur Edge. Un autre problème qui arrive, c'est le problème de snowflakes. Donc en gros, ce qu'on appelle par snowflake, ça veut dire que si vous modifiez les configurations de certains serveurs ou certains clusters, ce serveur va être assez unique. Donc souvenez-vous qu'on parle de grand nombre de devices, donc genre 3000, 5000. Ça arrive dans la vraie vie que vous avez besoin de modifier les configurations de tel ou tel cluster pour que ce soit un peu différent de configuration d'autres clusters. Et ça pose des problèmes, parce que si jamais vous avez besoin d'intervenir, vous pouvez le faire absolument par SSH, par kubectl, peu importe comment. Mais le problème ici, que dans le futur, ça sera vraiment difficile de maintenir toutes ces petites différences entre les clusters. Donc si vous gérez une douzaine de clusters, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez écrire un petit script, Bash, Ansible, Puppet, Terraform, peu importe ce que vous aimez. Mais si on parle vraiment de grand nombre de devices, la probabilité d'avoir ces snowflakes, donc c'est les petits appareils qui sont différents, augmente. Ça veut dire que dès que vous avez le nombre de devices qui sont différents, c'est vraiment difficile à maintenir. Donc il nous faut quelque chose pour pouvoir prévoir si on a des problèmes. Il nous faut avoir un outillage qui va nous permettre de gérer ces appareils, de faire les mises à jour, installer le logiciel. Donc il nous faut quelque chose de standard. En plus, ce qui rend en jeu ici, c'est la sécurité. Donc assez souvent, on a les équipes de sécurité qui nous attaquent, qui nous obligent de scanner nos clusters régulièrement, de vérifier leur état et de vous assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Donc si vous avez un grand nombre de devices, ça devient un peu compliqué, parce que pour vérifier tout ce cluster, il vous faut quelque chose qui va pouvoir vous faire ça dans une façon automatique. Donc c'est pour ça, donc tout ce problème-là, toutes ces issues qu'on a retrouvées sur Edge, ça c'était quelque chose qui nous a ramené d'écrire un projet. Les problèmes qui sont spécifiques. Donc, si on parle de différence entre les clouds et cloud data center et l'edge, c'est ça. Donc, on voit qu'il nous faut faire tout d'abord, quand on envoie les appareils, il nous faut installer quelque chose, d'accord? Donc, si les appareils comme Intel NUC sortent de l'usine, ils sont vierges, donc il n'y a rien. Il nous faut d'abord installer un système d'exploitation. Normalement, on parle d'installation dans une façon assez répétitive. Ça veut dire que on ne peut pas nous permettre d'avoir des actions manuelles si on veut pouvoir faire scale-up jusque les plusieurs centaines ou même des milliers de machines. Ça veut dire qu'il nous faut soit avoir une clé USB, donc avec laquelle on peut juste brancher la clé, démarrer et sans intervention manuelle faire l'installation d'OS, mais pas que, parce que dans le futur, il va falloir appliquer les mises à jour, il va falloir
installer les mises à jour de système d'exploitation, et s'il y a faille de sécurité, il va falloir le faire assez rapidement. Multiplier ça, cette problématique sur le nombre des appareils, et là, le problème est juste devant vous. Donc là, il vous faut rapidement, par exemple, patcher 4000 serveurs, 4000 clusters Kubernetes. Voilà, ça, c'est le problème qu'on essaie de résoudre ici. Et on voit qu'il y a certains problèmes qui sont liés vraiment à l'utilisation sur Edge. Donc, déploiement et mise à jour, il nous faut faire l'installation de système, puis la mise à jour, puis la sécurité physique. Écoutons, dans le data center ou dans le cloud, c'est pas possible que quelqu'un intervienne, que quelqu'un vole un appareil. Et voilà. Donc, mais sur Edge, si on parle, par exemple, de l'installation de petits appareils dans chaque restaurant de McDonald's, ou peu importe laquelle réseau, c'est fortement possible que quelqu'un juste vole un appareil. Il nous faut du coup prévoir quelque chose qui va crypter le contenu, si jamais l'appareil est volé. L'opération de maintenance, ça veut dire que de temps en temps, il nous faut installer le patch des systèmes d'exploitation, mais aussi les patchs applicatifs. Donc ça peut ramener des problèmes. Et surtout, le coût de déplacement. Donc si jamais on a besoin d'envoyer un spécialiste qui connaît Kubernetes, mais si on a 4000, par exemple, le cluster, ça devient trop cher, parce que si le cluster tombe, il nous faut chaque fois envoyer quelqu'un qui maîtrise le sujet, le coût de déplacement, le temps, et surtout avec le manque de spécialistes sur le marché Kubernetes, c'est pas si facile. Du coup, ça devient aussi quelque chose de problématique. Et prendre le logiciel, le physique, ça joue un rôle. C'est pour ça que je voulais vous couvrir. Tout ça, c'est les problèmes. D'accord ? Donc là, je vais vous expliquer tout ce qu'on voit parmi nos clients, tout ce qu'on voit dans les conversations de communauté. Et il y a déjà des solutions qui existent sur le marché. Donc, par exemple, je suis sûr que certains parmi vous ont joué avec K3S. Moi, personnellement, j'étais avant chez Rancher, donc ça, c'est une superbe distribution Kubernetes qui est trop petite. Mais ici, on parle surtout de niveau de couche de système d'exploitation. Par exemple, quand j'étais chez Rancher, j'ai vu K3OS, qui était un système d'exploitation assez intéressant. Mais aujourd'hui, ça a l'air que le déploiement est assez lent. Les autres solutions sur le marché, comme Flatcar, Talos, donc ça, peut-être Nicolas peut vous raconter un peu plus. Tu peux prendre la parole. Donc, oui. Je vais juste intervenir un petit peu à cet endroit-là. Donc ici, on a listé un ensemble de solutions existantes qui vont vous aider avec certaines problématiques. Donc d'abord, alors en français, K3S. J'ai du mal à le prononcer en français, je suis désolé. K3S, ça ne sonne pas très naturel. Donc il y a une distribution Kubernetes qui a été réduite à son minimum pour justement faciliter les installations de type Edge dans des environnements avec des appareils qui ont des capacités réduites. Donc en lui-même, K3S, c'est juste Kubernetes. Donc ça ne va pas apporter cette couche immuable au niveau de l'operating system. Donc encore une fois, pourquoi immuable ? Pour gérer ces problèmes de sécurité et de mise à jour. Je reviendrai un petit peu sur les caractéristiques de l'immuabilité et comment Kairos fournit ces différentes fonctionnalités. Donc K3S, on va dire que c'est le standard pour faire de l'Edge avec du Kubernetes. On ne va pas s'amuser à installer un vanilla Kubernetes sur du Edge, ça n'a pas vraiment de sens. Ensuite, différents logos. Celui en bas à gauche, je ne sais pas qui est familier avec le logo en bas à gauche. Sidero Labs, Talos. Donc quelques personnes qui connaissent Talos. Talos, c'est aussi c'est à la fois une distribution, un système de déploiement. Il fait un petit peu tout. Disons que c'est là pour faciliter le déploiement, la mise à jour de Kubernetes via un command line, donc talosctl. Alors Talos, c'est très bien. Moi, personnellement, donc, en testant ces différentes solutions, je me suis aperçu que plus on tentait d'abstraire la complexité, plus on avait tendance à être biaisé au niveau de la solution. Comme Talos, donc ça vous force à utiliser donc Vanilla Kubernetes, mais par exemple, on ne va pas avoir de terminal disponible. Ça va vous forcer à utiliser talosctl avec un certain format de configuration. Si vous avez un ensemble de personnel qui est habitué à certains outils, peut-être que Talos ne va pas être adapté dû à son... voilà, il est assez biaisé par rapport à la solution. Ensuite, on a Flatcar, qui est la suite de CoreOS. Tout le monde connaît CoreOS ? CoreOS un petit peu ? Ouais.
quelques-uns d'entre vous. Donc Flatcar, CoreOS a été plus ou moins, on va dire, abandonné. La nouvelle version, c'est par Kinvolk, donc c'est Flatcar. Flatcar, de nouveau, ça va être une distribution qui va être compatible avec Cloud Init. Donc tout est managé avec le Cloud Init traditionnel, ce qui veut dire vous faire tourner du kubelet, tous voilà, des services que vous pouvez ajouter, mais encore une fois, c'est Cloud Init. Cloud Init n'a pas été fait pour manager uniquement Kubernetes. Donc c'est vraiment quelque chose de standard, mais pour un operating system. Ça n'a pas été designé pour Edge ou pour rajouter une couche Kubernetes de façon simple. Ensuite, on va voir BottleRocket. Donc ça, encore une fois, c'est plus un operating system qui a été fait pour Amazon sur AWS. Donc là, à ma grande surprise, BottleRocket, encore une fois, très biaisé, ça nécessite d'installer les Rust, d'utiliser TUF pour valider les images. Enfin, c'est assez lourd comme process pour pouvoir déployer des images Kubernetes. Et en plus, BottleRocket nécessite d'avoir des masters ou un control plane existant. Ça ne peut déployer que des workers. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose de très biaisé avec un cas d'usage vraiment spécifique. 4.3 OS, qui était au départ censé, donc on remarque la similarité avec 4.3S, était censé être l'operating system de 4.3S, mais pour des raisons diverses et variées, le projet a été abandonné en 2021. Donc l'idée de Kairos, c'est un petit peu de reprendre où 4.3OS a été arrêté, mais de rajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc ce que je viens d'expliquer ici, ces solutions-là, en gros, comment choisir? Là, je vais donner un petit peu les arguments de qu'est-ce qu'on a besoin de choisir pour avoir un OS approprié à Kubernetes. Alors, je pense que tout le monde est plus ou moins familier ici avec le NIST, National Institute of Standard Technology. Donc, si on suit les recommandations du NIST, surtout par rapport à la sécurité, le NIST recommande d'avoir ce qu'ils appellent donc un Container Specialized OS pour pouvoir faire tourner Kubernetes. Donc, en gros, ça veut dire éviter d'implémenter un operating system traditionnel si le but est de faire tourner Kubernetes par-dessus. Donc, Kairos, c'est vraiment cette idée-là de renforcer, de créer ce lien dur, quelque part, entre l'operating system et le management, les déploiements et je dirais les opérations day-to-day des clusters Kubernetes. Donc quelques fonctionnalités, immutabilité, on a vu ça par rapport à la sécurité, les upgrades atomiques. Upgrade atomique, ça veut simplement dire que, comme sur votre téléphone, si vous updatez Android ou iOS, vous n'allez pas vous amuser à upgrader certains packages uniquement. C'est l'entièreté de l'image. Donc ici, l'idée, c'est si je veux upgrader mon cluster Kubernetes ou bien mon operating system, le process doit être simplement de changer l'image. Voilà, je reboote mon serveur avec une nouvelle image. Si je n'ai pas de problème, très bien, ça continue. Si j'ai un problème, le système ne boot pas, à ce moment-là, je dois avoir des fonctionnalités de rollback vers la version précédente de façon très facile. Encryption, encore une fois, très important, surtout à l'Edge. Si quelqu'un vient à voler mon disque dur, je n'ai pas envie qu'il puisse extraire les données là-dessus. Donc, on va voir comment ça fonctionne sur Kairos aussi. Modèle déclaratif de configuration. Donc, typiquement, sur toutes les solutions qu'on a vues avant, c'est fait via un système type Cloud Init, YAML ou JSON généré depuis YAML. Enfin bon, c'est assez déclaratif. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Ça doit être un des critères de fonctionnalité. Extensibilité, dans le sens où, en tout cas avec Kairos, avec les autres, encore une fois, j'ai dit, c'est en fonction de l'abstraction, de la complexité, on va être de plus en plus biaisé. Mais notre point de vue, c'est vraiment, voilà, quelle que soit la distribution que vous utilisez dans votre environnement professionnel, on ne veut pas vous limiter dans le choix de l'operating system de base, tout en respectant toutes ces caractéristiques que j'ai exposées là. Et enfin, la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est d'avoir un environnement Kubernetes natif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous suivez un petit peu, on va dire, l'historique de Kubernetes, au fur et à mesure que la solution devient de plus en plus mature, on a tendance à utiliser Kubernetes pour des choses diverses et variées, notamment l'automatisation et l'extension d'API avec la gestion de custom resources. Donc l'idée ici, c'est de déployer et de générer l'ensemble de ces artefacts, donc les operating systems, les ISO, etc. avec Kairos, depuis Kubernetes lui-même, donc quelque part de déployer et d'installer la chaîne de fabrique Kairos ou les autres tools qu'on a vus à l'intérieur de Kubernetes en faisant, je dirais, en
en donnant, en mettant ces différentes caractéristiques, en les traitant comme first class citizen à l'intérieur de Kubernetes. De la même façon que vous allez avoir un pod, vous devriez pouvoir gérer votre operating system de la même façon. Donc vous avez un pod, vous avez un service, vous allez avoir par exemple si je prends l'exemple de Kairos, un OS artifact, first class citizen dans Kubernetes. Donc ça c'est un petit peu les caractéristiques que je vais reprendre une à une, où je vais utiliser comme socle pour pouvoir vous expliquer l'architecture de Kairos. Donc Kairos à la base, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? À la fois on appelle ça une métadistribution et une chaîne de fabrique. Donc tout d'abord, pourquoi une métadistribution? Kairos, en entrée, on a une image container. Donc quelque part, on a juste une container registry, Dockerfile, voilà, simplement. Donc ce Dockerfile-là peut être une base image d'un operating system, type Ubuntu, Debian, Gentoo, Rocky Linux, ce que vous voulez. Et en output de Kairos, ce que vous voulez, c'est l'operating system complet. Donc le rôle de Kairos, ça va être de prendre en input un container et en output de délivrer une image, un operating system complet avec les qualités que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc ça veut dire immuabilité, atomic upgrade, toutes ces choses-là. Donc Kairos va avoir aussi un autre aspect qui est l'aspect configuration. Donc l'aspect création de l'ISO, ça, c'est je dirais la première fonctionnalité de Kairos, générer un ISO, une image depuis un container, et derrière, de venir se greffer avec des fonctionnalités de customisation. Donc Cloud Init, de la même façon que les autres solutions, mais en plus de venir piloter un ensemble de fonctionnalités. Donc les fonctionnalités de Kairos, Edge VPN, je vais en parler un petit peu plus tard. On va avoir l'encryption, toutes ces choses-là qu'on va venir greffer au-dessus de l'operating system de base. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il faut vraiment renforcer ce lien entre Kubernetes et l'OS sous-jacent. On va le faire grâce à ces fonctionnalités-là. Et tout ceci via une configuration très standardisée type Cloud Init. Donc 100% compatible avec Cloud Init. Et ici, vous voyez, c'est un simple exemple où je vais déployer sur un nœud K3S. Donc, je simplement enable true, le token K3S. Et si je pousse ce fichier de configuration-là avec mon ISO, l'artefact que je vais avoir, donc l'operating system que je vais installer avec cette configuration-là, va avoir donc l'image déployée, l'operating system, ainsi que le cluster K3S au-dessus. C'est clair jusque-là? Ça a du sens? Super. Voilà. Donc, comme je le disais, bien sûr, si on prend un container standard, on n'a pas tout ce système d'immuabilité. Un container, au départ, j'étais un peu, dubitatif en me disant, oui, mais c'est un container. Un container, c'est censé avoir un hôte et ça partage le même kernel. Voilà. Donc ici, il faut vraiment avoir en tête, oublier cette notion de container. Le container, c'est juste l'input. En output, on a vraiment un operating system et on va venir compléter le container de base pour le rendre operating system immuable. Donc par exemple ici, on va avoir une partition de recovery, une partition active, passive. Et pour la partie user data, on va avoir une partition persistante parce que bon, même si on a un système immuable, si je reboot mon nœud, il faut quand même que j'ai ma database etcd, il faut quand même que j'ai un ensemble de choses minimum pour pouvoir retrouver un état. Le state, donc je dois avoir un state minimum pour retrouver mon cluster. Donc tout ceci est fait par Kairos. Ensuite, si je parlais d'upgrade atomique, donc on remplace entièrement l'image plutôt que des packages. Bien sûr, vous avez accès au système, donc vous pouvez très bien faire des modifications, sans oublier que si vous faites des modifications manuelles de façon impérative, quand vous allez upgrader ou simplement si vous rebootez le système, ça va reprendre la configuration originale. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Avantage aussi... on compile un initRD et initramfs statique, ce qui veut dire que si vous avez des acteurs malveillants qui viennent à modifier ce type de composants, en rebootant, ce sera complètement omis. Toujours cet esprit de retrouver l'état original de configuration et, comme le disait Dimitri, éviter de construire des snowflakes. Donc, on a une garantie à 100% de conformité par rapport à nos standards.
Donc, quand je fais l'upgrade, l'image, on crée une partition de transition. La partition de transition au niveau de l'image va venir remplacer la partition active. Et si j'ai un problème, le système ne boot pas. Kairos est assez intelligent pour faire un rollback vers la partition passive. Et donc là, je serai en attente. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai quelque chose qui s'est mal passé, à moins de troubleshooter. Donc on va voir quelques détails de fonctionnalité, surtout comment assembler les deux. Donc on a l'OS, l'artefact OS, l'ISO d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir comment configurer cet OS. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec Kairos? Quelle est la façon je dirais, de merger les deux? Donc une des façons la plus simples, vu qu'on est à l'Edge et qu'on a des personnels qui ne sont pas forcément qualifiés, si vous bootez l'image ISO de Kairos sans configuration, vous allez aller sur cet écran de gauche, donc terminer sur un QR code, et l'installation va être bloquée. Ici, je vois en dessous donc, une station. Donc, on peut imaginer, j'ai un terminal centralisé quelque part, qui a une connexion réseau vers le site de type Edge. J'ai une personne qui scanne le PNG, envoie ceci au format PNG au serveur centralisé ou à la station centralisée, qui correspond à un des paramètres que vous voyez ici en bas. Et donc le paramètre qui est à droite, on va retrouver le fichier Kairos config, dont j'ai donné un exemple juste avant. En réalisant cette commande, le terminal va quelque part pousser la configuration pour pouvoir continuer l'installation. Donc, simplement en réalisant cette commande, l'installation va continuer avec la spécification que j'ai donc donnée avec le fichier de configuration. Donc ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est via WebUI. Donc sur chaque instance de machine où Kairos boot, on va avoir en background, sur le port 8080, un service web qui tourne. Donc il suffit de se connecter. Donc toujours le prérequis adresse IP. En général, sur les sites Edge, vous le gérez avec simplement DHCP. Une fois que vous avez l'adresse IP de la machine, vous pouvez vous connecter et faire un copier-coller du fichier de configuration. Autre fonctionnalité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, encryption disque. Donc ça, c'est vraiment clé dans Kairos. Vous avez deux modes. Un mode online, où donc les clés d'encryption pour les disques sont stockées toujours sur la TPM chip. Et en plus, donc, la passphrase qui est utilisée pour encrypter les disques est également stockée sur la partie non volatile de la chip TPM. Ce qui veut dire que quelqu'un qui peut se connecter avec des privilèges de type root peut quand même réussir à décrypter les partitions. C'est pour ceci qu'on a aussi un mode online, où encore une fois, les clés d'encryption sont stockées dans la TPM, mais les passe-phrases sont stockées sur un serveur KMS, donc Key Management System, je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec ce concept, distant. Donc à partir de ce moment-là, même si j'ai quelqu'un qui se connecte à ma machine, qui n'a pas accès à ou qui ne sait pas accéder à ce serveur-là, ne pourra pas décrypter l'ensemble des partitions. Donc voici, c'était pour la partie TPM qui est vraiment, vraiment très importante, encrypter les disques. Alors, on va aller monter d'un petit cran au niveau complexité, on va dire, mais rien de trop compliqué non plus si tout le monde est familier avec Bitcoin. Oui, je suppose. Tout le monde a des actions Bitcoin aussi, ouais. Donc l'idée de Kairos, c'est donc ici on a vu pour la configuration, je dirais serveur par serveur. Maintenant, imaginons que vous allez avoir un cluster de 10 nœuds, mais vous ne voulez pas vous connecter localement, un à un à ces 10 nœuds. Donc, ce qu'on a pensé dans Kairos, en utilisant lib peer-to-peer, on a construit un shared ledger, donc comme Bitcoin, qui va servir de base pour que chaque nœud puisse partager les données au sein de ce shared ledger et pouvoir réaliser de façon auto-coordonnée l'élection des différents rôles pour les nœuds Kubernetes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon simplifiée? Avec une configuration unique, en définissant un nombre de control plane nodes dont j'ai besoin, je vais pouvoir créer un cluster Kubernetes hautement disponible avec l'intégration de kubevip. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec kubevip, mais l'idée de Kubernetes, si vous avez un control plane hautement disponible, vous êtes censé avoir un load balancer qui vient se situer au-dessus. Donc, tout ceci est géré de façon automatisée avec
Kairos avec ce petit fichier de configuration qu'on avait tout à l'heure. Donc si vous comparez ça avec KubeADM et en plus le load balancer, en plus si vous avez l'expérience d'avoir fait ça avec KubeADM sur plusieurs jours, je pense, Kairos peut vous le faire en moins de 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie auto-coordination de la création du cluster. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Et maintenant, encore une fois, la cerise sur le gâteau, la dernière façon de provisionner la configuration et l'ISO pour ces machines, c'est via un boot PXE. Donc, tout le monde est familier avec PXE ? À peu près tout le monde. Je vais quand même définir ce que c'est, juste pour ça. Donc, l'environnement PXE, c'est simplement un démarrage, une installation qui se fait via le réseau. Donc, au sein du projet Kairos, on a ce repo qui s'appelle Aurora Boot. Et Aurora Boot, pour l'instant, donc à l'état, je dirais, assez, pas alpha, ça fonctionne très bien, mais dans l'état actuel des choses, on va dire, Aurora Boot, c'est un container qui prend en paramètre, encore une fois, le fichier de configuration YAML, donc le Cloud Init, avec l'image, le container image qui va servir de base pour l'operating system. Donc le rôle de ce container-là, ça va être d'agir en tant que proxy DHCP. Donc ce n'est pas un serveur DHCP, il ne construit que l'environnement PXE. Vous avez un serveur DHCP existant. La plupart, on va dire 99,9% supportent la fonctionnalité proxy DHCP. Donc vous démarrez ce container avec le fichier de configuration. Ce container-là va générer l'ISO, va intégrer le fichier de configuration avec l'ISO, et via l'environnement PXE, donc si vous vous situez dans le même sous-réseau que le container, donc Aurora Boot que vous avez démarré, toutes les machines qui vont booter dans ce sous-réseau-là, on va dire dans les 10 minutes, en générant la clé qui est valide pendant 10 minutes, toutes les machines qui vont booter vont pouvoir installer le Kairos et Kubernetes. Donc, si je combine le shared ledger peer-to-peer avec le PXE environnement PXE, avec une simple image et un simple container, je peux créer un cluster hautement disponible Kubernetes, quel que soit le nombre de nœuds, vu que je sers l'ISO et la configuration via le réseau. Si je boot 20 machines, j'aurai un cluster de 20 nœuds. Et si j'ai spécifié 3 nœuds control plane, j'aurai 3 nœuds control plane et donc 17 workers. Voilà, aussi simple que ça. Et encore une fois, l'aspect Kubernetes natif, c'était dans l'idée d'utiliser encore une fois via, on a un chart Helm qui vous permet d'installer les CRD ainsi que le custom controller. Donc je pense que tout le monde est familier avec l'opérateur framework, custom controller, tout ça, l'automatisation, super. Donc en gros, l'idée c'est d'envelopper le fichier de configuration Cloud Init qu'on a vu dans un objet Kubernetes, et le custom controller, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de simplement renvoyer l'ISO quelque part, un service Kubernetes va être créé, et via curl, vous pouvez simplement télécharger l'ISO via le service qui a été créé. Donc si je crée maintenant 4 manifestes de type OS Artifact, donc avec la configuration, je vais avoir un service Kubernetes avec 4 différents URI qui vont me donner accès à cet ISO-là, et dans cet ISO, j'aurai le fichier de configuration inclus. Donc, encore une fois, à ce moment-là, je peux le servir via le réseau, via clé USB ou quelle que soit votre méthodologie d'installation. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Ça va ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant avant que j'aille dans la démo. Oui, question ici ? Oui. 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 Ok, donc la question c'est comment ça se passe si j'ai un grand nombre de devices et que j'ai un petit nombre qui ont l'upgrade qui est... Alors je dirais que tout d'abord la recommandation, si vous voulez orchestrer l'upgrade d'un cluster avec beaucoup de nœuds, on supporte les upgrades via System Upgrade Controller, un projet open source qui permet justement d'orchestrer l'upgrade des clusters. Et donc dans notre cas de figure, c'est à la fois l'OS
et la partie Kubernetes. Et donc, ça va être, donc je dirais, la charge de System Upgrade Controller de faire upgrade nœud par nœud et de continuer une fois que c'est bon. Et si jamais l'image n'est pas bonne, là, vous êtes dans un état, je dirais, un peu hybride, où vous avez seulement une partie des nœuds qui sont fonctionnels. Encore une fois, tout dépend du problème. Mais si c'est un problème de configuration, il suffit de repousser l'image et de rebooter encore une fois. On peut réessayer, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Après, on peut. Donc la remarque, c'était de dire comment est-ce que je repousse l'image. À ce moment-là, il faut considérer ces nœuds-là comme des exceptions et aller un par un sur ces nœuds. Hein, ce sera pas, on ne va pas refournir l'image via le PXE, par exemple. Hein, c'est clair? OK. D'autres questions? Non? OK. Donc la démo, désolé, mais ce sera une vidéo. Ou quelque part ici, où pourquoi ça ne prend pas le... Ah, je dois sortir d'ici peut-être. Ouais, OK. Ensuite, je fais ça. Ça va, tout le monde voit? Ça, c'est gros? Ça va, OK. Donc, je vais un petit peu accélérer en expliquant. Donc, l'idée d'ici, c'est vraiment de réaliser dont j'ai parlé tout à l'heure via Aurora Boot. Je boot quelques machines virtuelles via GoVC. Je ne sais pas si vous êtes familier avec GoVC, mais GoVC, c'est simplement un outil, un CLI pour interfacer avec vCenter. Donc, dans le principe, vous voyez Kairos-Aurora, 5 machines qui se sont créées. Maintenant, je vais lancer mon container. Donc, ici, on voit en haut à droite Docker Run. Ensuite, je monte un volume. Donc, le volume, c'est simplement mon fichier de configuration Aurora. Et je vais partager le réseau avec mon host. Et en argument du container, donc du container Aurora Boot, la seule chose que j'ai à lui donner, c'est mon aurora.yaml. Donc, je n'ai pas accès à ma machine, vu que je n'ai pas trop de réseau, mais voilà. Ça, c'est le fichier de configuration que j'ai utilisé pour vous montrer, pour booter simplement un cluster Kubernetes hautement disponible, avec kubevip, donc un contrôle plane hautement disponible et qui se construit tout seul. Donc la seule chose que j'ai vraiment spécifiée de façon propre pour kubevip, l'adresse IP, ce qui doit être statique, hein, ça va être l'adresse IP floating de mon control plane. La fonctionnalité peer-to-peer, hein, donc j'ai parlé le shared ledger, etc. Ici, on n'a pas besoin du VPN. Alors l'intérêt du VPN, pourquoi un VPN? Simplement, imaginez que vous êtes dans un réseau public. Pour des raisons X, Y, Z, vous pouvez vouloir communiquer toute l'interaction entre les différents nœuds de façon encryptée. Donc, on va venir construire un VPN. Un autre intérêt, qui celui-là, en fait, a eu un effet pour un de nos utilisateurs, c'est dans les environnements Edge, je l'ai mentionné tout à l'heure, souvent, ce sont des environnements DHCP. Mais si vous avez un problème et que un des nœuds est down pendant, je ne sais pas, 1 ou 2 journées ou un peu moins, en fonction de votre serveur DHCP, il va lui réallouer une nouvelle adresse IP si on n'a pas de réservation hardware, etc. Ici, vu qu'on crée une interface overlay au niveau de chacun des nœuds et qu'on construit le cluster Kubernetes via ces IP-là, contrairement à l'IP underlay de l'interface physique, même si l'underlay qui est alloué via le serveur DHCP change, le cluster continuera à être opérationnel. Alors que si j'ai un cluster traditionnel, si je change l'IP, le nœud sera dead, il ne sera plus partie du cluster. En plus, si vous avez etcd qui tourne là-dessus, etcd il est basé sur les adresses IP statiques des nœuds. Donc si l'adresse IP change, votre cluster il est mort de toute façon. Donc ici, l'idée, c'est de construire le cluster à partir de cet overlay qui ne change pas. Il est aussi immuable parce que l'adresse VPN, l'adresse de l'overlay ne changera jamais. Le cluster est basé là-dessus. Et donc ici, je vais simplement dire achat true et nombre de nœuds master en plus de mon nœud initial 2. Donc ici, je vais me retrouver avec 3 nœuds. Donc c'est l'idée de cette vidéo. Donc simplement ici, je vais booter mon Aurora container. Ici, je vois que dans le fichier Aurora, vous demandez le container image de base. Donc, c'est ça qui va me servir de base pour la création de mon operating system. Ici, la seule chose que j'ai faite, c'est un Dockerfile. J'ai utilisé Ubuntu et j'ai installé un package dessus, juste pour montrer qu'on pouvait customiser autant qu'on voulait.
Vous pouvez prendre Kairos, pour chaque release, on fournit aussi les ISO, ou vous pouvez prendre un Dockerfile que vous avez, voilà, votre standard pour l'operating system. Donc ici, c'est de façon customisée. Donc il va venir chercher le container. Ensuite, on va voir qu'il va créer l'ISO depuis ce container. Je vais un petit peu aller plus vite. Voilà, oups, un peu trop vite. Oups, voilà. Donc ici, on va voir que je crée l'ISO et qu'à la fin, il va le mettre donc TMP netboot et fournir l'image via le réseau. Donc l'image maintenant est disponible via le réseau. La seule chose qui me reste à faire pour construire mon cluster Kubernetes, ça va être de booter ces 5 nœuds. Donc là, encore une fois, je vais accélérer un petit peu. On va voir les différents nœuds bootés. Là, vous voyez l'allocation DHCP pour chacune des machines virtuelles. Donc là, j'ai utilisé, on va dire pour que ce soit plus facile, des machines virtuelles au sein du vCenter. Ça peut être des bare metal, ça peut être des Raspberry Pi, ARM, Intel, peu importe. Donc là, encore une fois, au bout d'un moment, on va voir donc, un ensemble de commandes, comme quoi Kairos s'installe, l'image est installée, Kubernetes est configuré. La dernière chose que je veux vraiment aller jusqu'au bout pour montrer le cluster qu'on obtient. Voilà, il ne faut pas que je le rate. Hop. Donc voilà, ici, la seule chose qui me reste à faire, je prends une IP d'un des nœuds, peu importe lequel, et je vais me connecter via SSH à un des nœuds. Donc là, je ne vais pas besoin d'avoir de mot de passe parce que j'ai spécifié ma clé SSH, désactiver la connexion par utilisateur et mot de passe. Ensuite, je vais avoir une commande Kairos local, get kubeconfig. Il va m'afficher ma configuration de kubeconfig que je vais pouvoir... donc vous pouvez utiliser kubectl localement sur chacun des nœuds. Mais juste pour... voilà, ici, j'ai montré que depuis une autre interface, donc depuis ma machine... il faut que j'appuie sur barre d'espace. Depuis ma machine locale, je vais simplement copier ce fichier de configuration dans mon kubeconfig local sur mon terminal à moi. Allez, voilà, je vais simplement... on va faire un peu avance rapide. Voilà, je remplace avec celui que j'avais avant, ici. Et voilà, le seul but, c'est de voir quel est l'état de santé du cluster que je viens de déployer. Donc, j'utilise K9s. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais voir... Donc ça, c'est les pods qui sont installés de base. Donc on voit très bien que kubevip a été installé. Trafic est là, vous pouvez le désactiver pour l'ingress. Et ce qui m'intéresse, c'est les nodes. Voilà. Donc ici, je vois bien que j'ai un node avec Kubernetes 1.25.5 et K3S qui a été installé. Donc voilà, c'était pour la démonstration. Je pense qu'on peut switcher sur... J'espère que c'était... on va dire que c'est moins impressionnant qu'en live, mais quand même, hein, par rapport, je pense, à une installation standard, ça fait économiser beaucoup de temps. Oui, juste les dernières 2-3 minutes. Donc ça, c'est pour résumer ce qu'on a pu résoudre avec Kairos. Donc, comme vous voyez, donc, on a pu résoudre les problématiques dont on discutait à propos de l'installation de systèmes d'exploitation immuables. Donc là, on peut le faire. On peut faire les mises à jour. On peut faire déployer les clusters Kubernetes nativement sur ce système d'exploitation, y compris les déploiements en achat. Donc là, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de vous montrer, ce qu'on avait construit un peu auparavant, c'est l'installation de 3 nodes master, 2 workers. Donc ça, c'est complètement en achat. Puis, enregistrement, on peut se passer par le code QR, soit pour ligne de commande, comme Nicolas vous a montré. Donc, il y a plusieurs possibilités ici, finalement. Oui, donc, la mise à jour est assez facile. Donc, ça, on a pu résoudre tout ce problème-là avec Kairos. Alors un petit commentaire, ce qu'on n'a pas vraiment résolu avec Kairos, c'est ce qu'il nous faut faire aussi pour le déploiement en prod. Donc, disons, si vous faites le déploiement chez vous avec 3 Raspberry Pi, ça c'est parfaitement suffisant. Mais si vous comptez gérer beaucoup d'appareils, beaucoup de clusters, et vous vouloir avoir quelque chose de stable pour centaines et milliers de clusters, il nous faut quand même avoir un seul écran pour pouvoir gérer, ou un accès de type Terraform ou REST API pour pouvoir automatiser le déploiement des clusters à l'échelle.
Ce qu'on a fait là, comme Nicolas a dit, on a installé Ubuntu Cluster Kubernetes, juste un seul package. Mais si on parle de déploiement de couches applicatives sur Kubernetes, là, on n'a pas encore résolu ça. On peut le faire avec Palette, qui n'est pas le sujet de notre discussion, mais qui existe, qui est produit SaaS de notre compagnie Spectral Cloud. Et puis, si vous voulez faire le scan de sécurité, si vous voulez faire le backup, donc si vous voulez restaurer vraiment le contenu de vos clusters Kubernetes, donc là, il faut quelque chose qu'il faut faire pour prod. Voilà. La chose intéressante aussi qui est nécessaire sur le déploiement à l'échelle, c'est les corrections de divergence. Donc, si jamais on détecte que quelqu'un a intervenu et modifié manuellement les clusters Kubernetes, ça, il nous faut faire ça aussi. Donc, ça, c'est fait du Palette. Je crois que c'est tout un peu. Donc... Oui, vas-y. Maintenant qu'on a fait un petit peu la relation avec notre produit au niveau de notre startup. Donc, Kairos, où nous trouver? Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez venir nous parler, le stand I7, Kairos, E7, pardon. Donc, on a aussi un Slack, Office Hours, que vous pouvez scanner toutes les 2 semaines avec l'équipe. L'équipe actuelle, c'est à peu près 5-6 personnes qui travaillent full-time sur Kairos. Donc, très convivial, on rigole beaucoup, mais on travaille beaucoup aussi. On a aussi un channel Matrix, donc les deux sont synchronisés, Slack et Matrix si ça vous intéresse. Et le projet, allez mettre une petite étoile sur GitHub si ça vous plaît, sur lequel vous pouvez contribuer. Donc comme je disais, Kairos, c'est pas seulement l'operating system, c'est aussi toute la factory. On a le projet EdgeVPN dont j'ai parlé pour le VPN. On a fait on a construit from scratch la partie shared ledger, tout ça from scratch. On a beaucoup de choses. Aurora Boot, on l'a construit depuis from scratch. Donc on a plein de choses en tête. On a aussi la roadmap. Mais en tout cas, si vous avez des cas d'usage ou des fonctionnalités que vous voulez retrouver ou tester et nous donner du feedback, on serait vraiment reconnaissant d'avoir vos avis là-dessus. En tout cas, voilà. Merci bien.